Bien, merci beaucoup, Josiane, pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Bon matin, bon matin à toutes et à tous. Si vous avez pris connaissance du programme, effectivement, ma présentation, mon intervention ce matin porte sur l'importance accordée au point de vue des enfants, mais j'ai ajouté un point d'interrogation, en fait, au titre de ma présentation, parce que j'aimerais vous la soumettre d'abord comme question ce matin et qu'on s'interroge, en fait, à savoir si est-ce que nous, chercheurs, professionnels, juges, magistrats, est-ce que nous accordons de l'importance au point de vue des enfants de manière générale d'abord, et est-ce que nous accordons de l'importance au point de vue des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale? Eh bien, dans le cadre d'une recherche que nous avons réalisée au cours des dernières années, nous avons réalisé une recherche auprès de 59, et à laquelle je faisais brièvement référence hier pendant mon intervention. Nous avons réalisé au cours des dernières années une recherche auprès de 59 enfants âgés entre 6 et 18 ans, qui, dans l'objectif, en fait, de leur donner la parole pour réellement comprendre l'expérience de ces enfants et de ces adolescents qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Et du point de vue de ces enfants qui ont participé à la recherche, en fait, leur réponse à la question était assez claire. Non, nous n'accordons pas, comme adultes, comme professionnels, comme chercheurs, nous n'accordons pas suffisamment d'importance à leur point de vue et à leur expérience. Et en fait, ici, une courte citation tirée d'une entrevue qui a été réalisée auprès d'un enfant, où en fait cette jeune nous explique que elle se demande en fait pourquoi c'était, dans le cadre de cette recherche-là, la seule occasion où elle a eu de parler de son expérience familiale d'exposition à la violence conjugale, et pourquoi les enfants n'ont pas davantage en fait d'occasion de parler de leur expérience et de donner leur point de vue sur la violence à laquelle ils sont exposés ou à laquelle ils vivent dans leur milieu familial. Et en fait, plusieurs recherches qui ont été menées au cours des dernières années vont un peu dans le même sens, démontrant que, effectivement, le point de vue des enfants est relativement peu considéré, que ce soit dans la construction de la problématique, dans la recherche, mais aussi au niveau des politiques ou des interventions qui sont mises en place pour les soutenir ou les protéger. Mais on peut se poser la question, en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important, et je le crois fondamentalement, pourquoi est-ce que c'est important de donner la parole aux enfants et de tenir compte de leur point de vue? Eh bien, d'emblée, je dirais que ce n'est pas tant... en fait, on peut avoir différentes raisons de le faire. On peut le faire parce qu'on pense que c'est une bonne idée. On peut penser que c'est la bonne chose à faire. On peut aussi le faire parce qu'on travaille au quotidien auprès des enfants et on sait qu'ils ont des choses à dire. On veut être gentil, on veut être à l'écoute. Mais je pense que fondamentalement, en fait, il faut se rappeler qu'il faut le faire parce que c'est une question de droit, en fait. Et la Convention, notamment la Convention internationale sur le droit de l'enfant, est très claire. Et quelques intervenants, quelques collègues y ont fait référence hier durant leur présentation. En fait, il y a deux articles qui me semblent ici particulièrement pertinents, auxquels il me semble particulièrement pertinent de faire référence, deux articles de la Convention. Lorsqu'on parle des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Il y a d'abord l'article 19 qui parle du droit des enfants d'être protégés, et on lui fait souvent référence à cet article-là lorsqu'on parle des enfants qui vivent dans un contexte de violence. Le droit des enfants d'être protégés contre toute forme de violence ou d'abus. Mais il y a aussi, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, l'article 12, en fait, qui parle du droit des enfants de donner leur libre opinion, en fait, d'être entendus dans les décisions ou sur les sujets, des questions qui les concernent. Alors, je pense que d'emblée, il faut le reconnaître comme étant un droit des enfants qui vivent dans un contexte de violence, d'être protégés, mais aussi d'être écoutés. Évidemment, si vous lisez attentivement le libellé de l'article 12,
Et on voit bien que, oui, on reconnaît le droit des enfants d'être écoutés, d'être entendus, mais qu'on parle quand même de l'âge, de la maturité ou de la capacité de discernement des enfants. Et je dirais que, malheureusement, souvent, quand on parle de l'importance d'écouter les enfants, que ce soit en recherche, en intervention ou dans les tribunaux, souvent, c'est un peu une porte de sortie, en fait, je crois, pour se justifier ou se donner une raison parfois de ne pas écouter les enfants ou de ne pas leur donner la parole sur la base de leur âge ou de leur niveau de développement ou de maturité. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2019, les enfants, de manière générale, dans nos sociétés, sont encore souvent reconnus comme étant dans une certaine mesure, incompétents, comme étant immatures ou comme étant incapables de discernement. Et je crois réellement que ces justifications-là sont souvent utilisées comme porte de sortie pour ne pas favoriser la participation ou le point de vue des enfants. Il faut aussi comprendre que souvent, on met en fait ces deux droits ou ces deux principes en opposition. Donc, on va même aller jusqu'à ne pas donner la parole aux enfants ou ne pas les écouter pour les protéger. Mais je crois aussi qu'il y a un problème à privilégier un droit plutôt que l'autre et qu'on doit vraiment trouver des façons en fait de respecter à la fois le droit à la protection et le droit d'être écouté, et qu'on ne peut pas se servir d'un de ces droits-là pour nier l'autre. Mais en fait, je pense qu'il faut réfléchir quand il est question de compétences dans ce contexte-là, que ce soit en recherche, en intervention ou devant les tribunaux. On devrait se demander en fait de quelle compétence est-il question et de la compétence de qui il est question. Et je pense qu'on doit en fait... Et pour les personnes dans la salle qui côtoyaient au quotidien des enfants, je ferai référence dans quelques minutes, mais j'ai personnellement 2 enfants, et on sait en fait que dès très jeunes, les enfants savent souvent ce qu'ils veulent et sont capables de l'exprimer, pas toujours de la même façon qu'on le fait nous ou qu'on voudrait qu'ils fassent, mais les enfants sont capables d'exprimer leur point de vue, sont capables de parler de ce qu'ils vivent, si on leur donne le contexte approprié pour le faire. Et les recherches le démontrent aussi assez clairement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que c'est les enfants qui ne sont pas assez compétents pour exprimer leur point de vue, ou est-ce que c'est nous, en fait, qui ne sommes pas assez compétents pour écouter leur point de vue et favoriser un contexte où ils vont être effectivement capables d'exprimer leur point de vue et leur expérience. Et je pense qu'ici, c'est vraiment de notre incompétence qu'il est question plutôt que de celle des enfants eux-mêmes. Dans la recherche à laquelle les enfants ont participé, en fait, on a essayé d'explorer avec eux quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimeriez que les adultes autour de vous, les intervenants, les décideurs publics aussi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place? Et effectivement, les enfants nous ont parlé de leur désir et de leur volonté d'être écoutés, mais en fait, le souhait des enfants de participer, et c'est pour ça que j'utilise en fait le concept de la participation des enfants, va beaucoup plus loin que ce droit d'être écouté. Et en fait, les enfants nous ont dit, oui, on veut être écoutés, mais on veut aussi être consultés, en fait. On veut que les adultes qui travaillent avec nous nous posent des questions sur ce qu'on vit, lorsqu'ils prennent des décisions, qu'on nous pose des questions, qu'on nous demande qu'est-ce qu'on veut, quelles décisions on souhaiterait qu'ils soient prises par rapport à notre situation. Et en fait, c'était très impressionnant de voir à quel point les enfants qui ont participé au projet, plusieurs d'entre eux se rappelaient très bien la première fois où un adulte lui avait posé des questions sur sa situation familiale, que ce soit un enseignant en milieu scolaire, une direction d'école, une travailleuse sociale, un autre adulte dans son environnement. Les enfants avaient généralement un souvenir assez clair de qui était la première personne qui leur avait posé des questions sur leur situation familiale, et généralement, c'était perçu comme quelque chose de positif et comme un point tournant, en fait, dans leur histoire personnelle et familiale. Alors, l'importance de les consulter, de leur poser des questions, par contre, tout en étant quand même attentif aux
émotions que ces situations-là peuvent susciter. Les enfants qui ont accepté de participer au projet, de nous partager leur histoire, leur expérience, étaient quand même très clair que c'est quand même un sujet qui peut être difficile à aborder et que c'est important d'être attentif et de respecter aussi le rythme des enfants et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils acceptent de nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière ou le mois dernier, qu'ils acceptent nécessairement d'ouvrir la porte sur tout ce qui s'est passé dans les 3 ou les 4 dernières années de leur vie. Donc, l'importance de respecter les enfants, mais de respecter aussi leur rythme. Et là où les enfants étaient très clairs aussi, c'est que pour eux, c'est important d'être écoutés, c'est important d'être consultés, mais c'est important aussi qu'il y ait une réelle volonté, en fait, de considérer leur point de vue dans les décisions qui sont prises. Donc, les enfants étaient assez critiques, en fait, de ces adultes qui font semblant de les consulter ou qui les consultent parce qu'ils doivent les consulter, mais que finalement, les décisions sont prises sans réellement tenir compte de leur point de vue. En fait, ensuite, les enfants, lorsqu'il a été question de la participation dans les processus décisionnels, dans les processus d'intervention, les enfants nous ont aussi parlé de l'importance de les informer, donc qu'ils pouvaient être des sources d'information, qu'il fallait les consulter, mais eux aussi veulent être informés des processus, des procédures, des prochaines étapes, des décisions qui sont prises. Donc, c'est un aspect important de la participation des enfants et ils ont finalement souligné l'importance que les adultes soient disponibles. En fait, si on veut favoriser la participation des enfants, c'est important d'être disponible et de vraiment prendre le temps de favoriser cette participation-là. Alors, en fait, je vous ai dit au début de ma présentation que les enfants qui ont participé au projet étaient de l'opinion que, de manière générale, on favorise peu la participation ou le point de vue des enfants. En fait, je vais ici vous donner faire référence en fait à 2 tendances et vous donner quelques exemples qui démontrent qu'effectivement, lorsqu'il est question de violence conjugale ou d'intervention en matière de violence conjugale, on a souvent tendance à ne pas réellement considérer le point de vue des enfants. Et c'est des tendances auxquelles on a fait référence déjà à quelques reprises depuis hier. Donc, cette première tendance, en fait, c'est la tendance de de nos systèmes de promouvoir, et je dirais de promouvoir presque à tout prix, en fait, le maintien des contacts et de la relation père-enfant. Et on a vu depuis hier, je pense, à plusieurs reprises, et on le voit dans les recherches, que nos systèmes, entre autres en matière de droit de la famille et de protection des enfants, ont tendance à réellement promouvoir le maintien des contacts père-enfant. Et je pourrais vous donner en fait plusieurs exemples où les enfants ont considéré ne pas avoir été entendus ou leur point de vue n'a pas été considéré à cet effet-là. Par exemple, une intervenante qui disait... un enfant, en fait, qui racontait à une intervenante en protection de l'enfance l'enfant disait « Je déteste mon père et je ne veux pas voir mon père ». Et cette intervenante, qui par ailleurs se disait à l'écoute de cet enfant-là, lui répondait « Écoute, il y a toujours un 4, 5 ou 6% de chacun de nous qui aimons notre père. Donc, on va essayer de trouver chez toi ce 5% qui aime ton père, et on va pouvoir, en fait, miser notre intervention sur ce 5%-là qui va devenir éventuellement 10, 15, 20%. Donc, c'était un exemple où on prétend écouter les enfants, mais que finalement, dans nos interventions, on ne tient absolument pas compte de leur point de vue. Un autre exemple est où un enfant, en fait, et c'est la situation de plusieurs des enfants qu'on a rencontrés, ont été forcés, des enfants qui ne voulaient pas avoir de contact avec leur père, où ils ont été forcés d'avoir des contacts avec leur père suite à une décision du tribunal de la famille ou du tribunal de la jeunesse, et où, par exemple, des visites supervisées ont été mises en place, et pour plusieurs de ces enfants-là, les visites, malgré la supervision, les visites ont été des expériences négatives, et dans bien des cas, en fait,
les visites supervisées ont dû être suspendues pour des raisons de sécurité. Et ces enfants-là avaient l'impression de dire, ben, on vous l'avait dit en fait que c'était pas une bonne idée que je vois mon père, vous avez insisté, et voici ce qui s'est passé. Donc, il y avait l'impression qu'on ne les avait pas écoutés, mais en plus d'avoir été un peu trahis par les intervenants. La question de l'aliénation parentale, on y a fait référence depuis hier, je vais y aller très rapidement, mais en fait, je pense qu'elle est un peu inévitable lorsqu'on parle de la question de la participation des enfants parce que, en fait, cette théorie ou cette pseudo-théorie en fait, de l'aliénation parentale est fondée sur l'idée que les enfants mentent lorsqu'ils dévoilent des situations de violence et d'abus, particulièrement dans un contexte post-séparation. Et donc, l'idée, le principe à la base même de cette théorie-là est problématique quand on s'intéresse à la participation et au point de vue des enfants. Et il y a eu, et là j'aurais plusieurs exemples à vous donner, mais des exemples où, par exemple, on a dit à un enfant, voici un dessin avec deux maisons, la maison de ton père, la maison de ta mère, je te donne des cœurs et je veux comprendre où tu situes tes cœurs dans la maison de ton père et de ta mère. L'enfant qui avait peur de son père a mis tous les cœurs dans la maison de la mère et la conclusion de l'intervenante est ben, c'est évident qu'il y a un problème parce que l'enfant a tout mis les cœurs du côté de son père, donc l'intervenante a conclu à l'aliénation parentale de la mère. Un autre enfant, une jeune fille de 7 ans qui ne voulait pas voir son père, parce qu'elle avait été exposée à plusieurs situations de violence grave, on l'a forcée à avoir des contacts avec son père malgré tout. Mais pire, en fait, on la forçait à porter les vêtements achetés par son père. On forçait la mère à forcer la fille à porter les vêtements achetés par le père pour démontrer que la mère faisait la promotion de la relation père-enfant et on forçait en fait l'enfant à porter ces vêtements-là, ce qui a été une expérience extrêmement difficile pour l'enfant. Alors, je pense que ces exemples-là montrent comment des tendances comme celle de promouvoir les contacts père-enfant à tout prix, la question de l'aliénation parentale, sont extrêmement problématiques lorsqu'on s'intéresse au point de vue des enfants. Mais comment tout ça, et peut-être que les exemples que je vous ai donnés vous paraissent un peu, vous paraissent problématiques ou aberrantes, mais comment tout ça est possible? En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du point de vue des enfants, il y a un certain nombre de croyances, en fait, qui sont encore très fortes dans nos systèmes ou dans nos pratiques et qui font que lorsque le point de vue des enfants va à l'encontre de ces croyances-là, ça devient souvent extrêmement difficile et qu'on a tendance finalement à mettre de côté le point de vue de ces enfants-là. Il y a d'abord l'idée que les enfants ont besoin d'un père, ont besoin de leur père, que l'idée que la violence était exercée à l'endroit de la mère et non à l'endroit des enfants, donc devenant d'une certaine façon non pertinente pour évaluer la situation des enfants, que la violence, c'est chose du passé, qu'on est dans un contexte donc post-séparation, qu'il faut tourner la page, regarder vers l'avant, et finalement cette idée que malgré les comportements violents, les hommes peuvent être de bons pères. Alors si je reprends rapidement ces 4 éléments-là et qu'on essaie de voir en fait comment le point de vue des enfants peut nous informer en fait sur ces 4 croyances-là qui sont extrêmement influentes dans nos pratiques. Bien, d'abord, prenons rapidement l'idée que les enfants ont besoin d'un père, que les enfants ont besoin de leur père. En fait, soyons clairs, je l'ai dit tout à l'heure, moi-même, le père de deux enfants, Béatrice, 5 ans, Jacob, 9 ans. Et donc, je ne vous dirai pas aujourd'hui que la relation père-enfant n'est pas quelque chose d'important ou quelque chose de négligeable. J'ai 2 enfants et c'est évidemment quelque chose d'important pour moi. Par ailleurs, il faut quand même se rendre à l'évidence et les recherches démontrent très clairement, ou en tout cas toute recherche crédible qui se respecte démontre très clairement que finalement la structure familiale a à peu près aucun impact sur le développement et le fonctionnement des enfants. Et que quand on compare les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales, biparentales intactes, recomposées, finalement la structure familiale a peu d'influence. Et lorsqu'on retrouve effectivement des différences entre ces différents groupes d'enfants, c'est souvent dû, par exemple, à un statut socio-économique ou à une question de pauvreté qui va être
parfois plus marqué chez les familles, par exemple, monoparentales, mais ce n'est pas dû à l'absence du père. Donc, cette idée-là que les enfants ont besoin d'un père, c'est une croyance, mais ce n'est pas un fait qui est appuyé sur une évidence scientifique. Et d'ailleurs, les enfants qui ont participé à notre projet, contrairement, et j'assistais à un colloque avec des magistrats, des juges la semaine dernière, où tous les juges qui sont passés au micro nous ont dit que dans leur carrière, ils n'avaient jamais rencontré un enfant qui ne voulait pas de contact avec son père. Bon, j'en doute et on devrait se questionner à savoir est-ce qu'ils étaient compétents pour réellement écouter les enfants. Mais certainement, les enfants qui ont participé à notre projet, même si un certain nombre de ces enfants avaient des contacts avec leur père où ça allait relativement bien, même si certains d'entre eux auraient souhaité avoir davantage de contacts, pour la majorité des enfants qui ont participé au projet, ils étaient soit très soulagés de ne plus avoir de contact avec leur père ou d'avoir des contacts très limités avec leur père, et certains d'entre eux, en fait, ne voulaient plus, ou du moins pour l'instant, avoir de contact avec leur père, et certains d'entre eux, comme dans l'extrait qui est ici au bas de l'écran, nous disaient qu'ils détestaient, en fait, qu'ils haïssaient présentement leur père, et que la dernière chose qu'ils voulaient, c'était avoir des contacts avec eux. Donc, pour la question d'avoir le besoin d'un père, clairement, le point de vue des enfants ne va pas nécessairement dans ce sens-là. Pour cette idée, en fait, que cette distinction qu'on a tendance à faire encore aujourd'hui entre c'est la mère qui est victime et non les enfants, ça peut sembler un peu étonnant, en fait, quand on y faisait référence hier, qu'il faut encore se rappeler que les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale sont aussi les victimes de cette violence-là. Mais nos résultats de recherche étaient, en fait, très clairs à cet effet-là. Les enfants qui vivent dans un contexte de violence. Et ici, je vous ai mis quelques extraits et quelques illustrations qui sont tirées d'un livre pour enfants que nous avons produit à la demande de ces enfants-là. Les enfants sont conscients de la violence exercée à l'endroit de leur mère, mais les enfants sont aussi conscients de toutes les stratégies de contrôle et de domination qui sont présentes au sein de la famille. Et le titre qu'on a choisi pour ce livre-là, en fait, était « Il se prenait pour le roi de la maison ». Et c'était les propos d'une des participantes qui nous parlait à quel point son père, en fait, était comme le roi de la maison, se prenait pour le roi de la maison. Et je pense que ça illustre bien le positionnement du père dans ce contexte-là. Ensuite, la question, et on y a fait plusieurs fois référence, donc je vais passer rapidement, mais la question de post-séparation, on le sait que la violence se poursuit souvent pendant le processus de séparation, suite à la séparation, que les risques de violence sévère d'homicide sont élevés. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, en fait, c'est, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement injuste, en fait, de demander d'irréaliste, mais aussi fondamentalement injuste, de demander à des enfants qui ont été exposés, victimes de violences pendant parfois des années, de leur demander, et c'est souvent ce qu'on fait, à partir d'aujourd'hui, tu oublies, tu fais comme si tout ça ne s'était pas passé, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous décidons de regarder vers l'avant et de tourner la page. Et je pense qu'il y a quelque chose d'irréaliste, mais il y a quelque chose de fondamentalement injuste de demander à ces enfants-là de ne pas tenir compte ou d'oublier tout ce qui s'est passé avant. Et encore ici, les enfants dans notre projet en fait, la période post-séparation était la continuité de la période pré-séparation, était souvent la continuité de la violence. Et certains de ces enfants-là, comme celui-ci, se posaient la question, en fait, à savoir, est-ce que ça va finir un jour? Quand est-ce que ça va finir? J'ai l'impression que mon père, il ne va jamais arrêter, en fait. Et le dernier point qui est peut-être fondamental, est-ce que un homme violent peut être un bon père? Bien, en fait, d'emblée, je dirais que pour moi, cette dichotomie bon père, mauvais père, comme la dichotomie bonne mère, mauvaise mère, n'est pas quelque chose de facilitant. En fait, c'est assez problématique d'essayer de catégoriser des personnes dans bons ou mauvais parents. Et il y a quelque chose aussi, évidemment, d'entièrement subjectif, à savoir qu'est-ce qui est un bon parent, un bon père ou un mauvais père. Et je pense aussi que c'est important
par ailleurs, de souligner que ce n'est pas parce qu'un père dit qu'il est intéressé par ses enfants, veut passer du temps avec ses enfants ou dit qu'il aime ses enfants, que c'est un indicateur de sécurité pour les enfants. En fait, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Il ne faut pas amalgamer les deux. Par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, quels sont les comportements de cet homme-là. Quels sont ses comportements passés, quels sont ses comportements présents, et quels sont les impacts de ces comportements-là sur l'enfant, sur la mère de cet enfant-là et sur la relation entre cet enfant-là et sa mère. Je pense que c'est là où il faut faire l'évaluation sur les comportements et les impacts des comportements, plutôt que sur est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, est-ce que c'est un bon ou un mauvais père. Par contre, je pense qu'il faut aussi reconnaître que ces comportements-là, du père à l'endroit de la mère, à l'endroit de l'enfant, sont un choix. Il y a quelqu'un qui a fait référence hier, c'est un choix parental. Si le fait d'exercer la violence à l'endroit de sa conjointe, c'est un choix, le fait d'exposer tes enfants à cette violence-là, c'est un choix et c'est un choix parental, et que le fait d'être violent à l'endroit de ta conjointe ou ton ex-conjointe est aussi un indicateur très important des capacités parentales de cet homme-là. Et il faut éviter à tout prix de séparer les deux, comme on le fait souvent dans la pratique. Alors, si les enfants qui ont participé à notre projet et les recherches, ce que les enfants qui ont participé au projet et les recherches en général nous démontrent, c'est que, en fait, un système qui, comme notre système actuel, fait la promotion à tout prix du maintien des contacts père-enfant et utilise des théories comme celle de l'aliénation parentale, c'est un système ou ce sont des systèmes qui ne respectent pas le droit des enfants, tant leur droit à la protection que leur droit à la participation, et que nous aurions avantage, en fait, à favoriser la participation des enfants parce que le point de vue peut nous donner des informations qui vont éventuellement aussi nous permettre de mieux les protéger. Et que, en fait, ces systèmes qui non seulement ne respectent pas les droits des victimes, des enfants, mais aussi de leur mère. Le problème est que dans ce contexte-là, ces systèmes-là donnent aussi souvent davantage de pouvoir aux hommes et permettent aux hommes non seulement de gagner sur les victimes, sur la situation, mais aussi de gagner sur le système, et ça leur donne un pouvoir encore accru. Alors, je vais conclure, en fait, en vous proposant deux éléments. Bien, en fait, en revenant sur l'idée que, considérant tout ça et considérant les droits fondamentaux des enfants tels que reconnus dans la Convention sur les droits de l'enfant, il est, je crois, primordial d'accorder davantage d'importance au point de vue des enfants et, de manière plus générale, de favoriser leur participation, peu importe leur âge, leur niveau perçu de maturité ou de discernement, de favoriser leur participation dans toutes les étapes des processus d'intervention dans les décisions et dans les recherches. Mais je crois aussi que, et ça fait peut-être référence très brièvement à l'intervention qu'on a eue en fin de journée hier, entre autres par Josiane, je pense que bien qu'il faille à tout prix favoriser la participation des enfants dans les processus décisionnels, il ne faut pas non plus faire porter aux enfants tout le poids des décisions concernant, par exemple, la garde ou les droits de visite. Mais dans ce contexte-là, lorsque nous prenons comme adultes, comme professionnels, comme tribunaux, des décisions qui vont à l'encontre de leur point de vue, je pense que nous devrions minimalement prendre le temps de nous asseoir avec ces enfants-là pour leur expliquer clairement, d'abord, comment nous avons considéré leur point de vue, dans quelle mesure nous avons considéré leur point de vue et pourquoi nous arrivons à une décision qui est différente, mais aussi pour qui et pourquoi nous prenons cette décision-là, et notamment si nous décidons de maintenir les contacts, même si les enfants ne veulent pas de contact avec leur père ou ont peur de leur père, pour qui et pourquoi est-ce que nous prenons cette décision-là, et nous devons être en mesure de l'articuler et de l'expliquer aux enfants, et aussi nous devrions être en mesure de leur expliquer clairement quelles sont les mesures concrètes qui ont été mises en place pour assurer leur sécurité et la sécurité de leur mère dans ce contexte-là. Alors je pense que minimalement, si nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de leur point de vue, nous devrions prendre le temps d'aborder ces questions-là avec eux. Et finalement, je pense que
c'est une collègue australienne, en fait, qui a commencé à réfléchir à cet aspect-là, et je trouve particulièrement intéressant et prometteur. Je pense que si, effectivement, on est d'accord sur l'idée qu'il y a quelque chose d'irréaliste et de fondamentalement injuste de dire aux enfants tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie et maintenant on passe à autre chose comme si rien ne s'était passé. En fait, peut-être que cette idée du concept de réparation peut être quelque chose d'intéressant. Réparation par rapport aux gestes, aux actes, au contexte de violence auquel ils ont été exposés. Et en fait, les recherches de Lamb et ses collègues montrent que lorsqu'on questionne les enfants sur qu'est-ce qui leur ferait du... Parce que les enfants qui ont participé à la recherche de Lamb ne voulaient pas tous avoir des contacts avec leur père. Certains d'entre eux étaient d'avis qu'ils ne voulaient plus jamais avoir de contact avec leur père. Mais par contre, tous ces enfants-là, auraient aimé ou apprécié un processus de réparation pour la violence pour laquelle ils avaient été victimes. Et en fait, ces enfants-là disaient qu'ils auraient en fait apprécié que leur père reconnaisse la violence qu'il avait exercée et reconnaissent et prennent responsabilité en fait pour cette violence-là et pour les conséquences de cette violence-là sur les enfants eux-mêmes et sur leur mère, et que leur père démontre aussi concrètement une intention, mais aussi un engagement à changer, donc qu'ils puissent voir concrètement des changements dans les comportements du père. Et pour les enfants qui voulaient éventuellement reprendre contact avec leur père, ils voulaient en fait que leur père s'engage dans des actions qui pourraient éventuellement rétablir ou établir une relation de confiance pour le futur. Alors, je pense que c'est des éléments intéressants à tenir en compte lorsqu'on travaille avec des enfants, pas dans une perspective de pardon, comme je l'ai entendu à quelques reprises, donc on ne veut pas que les enfants nécessairement pardonnent à leur père, pas non plus dans une perspective de promotion des relations père-enfant, mais dans une perspective de respect du droit à la protection et du droit à la participation des enfants dans les processus qui les concernent. Je vous remercie.